Cet épisode est une présentation de Clarins. Salut tout le monde, bienvenue dans un autre épisode de Génération Sidechick. J'espère que votre semaine se passe à merveille. Aujourd'hui, on aborde un sujet super intéressant. Ça fait plusieurs années déjà qu'il y a des experts qui se penchent sur l'impact de la technologie sur nos habiletés sociales, savoir comment que ça a en réalité un effet de distanciation alors que l'objectif, c'est de nous rapprocher, mais aussi tous les phénomènes qui entourent la technologie de la communication que ça a créé au fil des années. Puis un des phénomènes qui a attiré fort notre attention est également celui de notre invité d'aujourd'hui. Je parle du phénomène des dick pics. Là, je sais qu'est-ce que vous dites, là, les dick pics, ben oui, des photos de pénis, c'est vraiment plus compliqué et beaucoup plus profond comme sujet que ça a l'air. Et on a invité Kim Lizotte à nous en parler parce qu'elle a réalisé dans les dernières semaines un documentaire justement qui porte sur ce sujet-là, pardon. Ça s'appelle « Allô, voici mon pénis » qui est disponible sur Crave. On va parler du dick pic inévitablement, mais aussi on va se pencher sur tous les rapports hommes-femmes au niveau sexuel. Ce rapport d'inégalité, parce que oui, c'est encore un phénomène en date d'aujourd'hui. Il y a un rapport très inégal entre l'homme et la femme par rapport au sexe, mais aussi toute la dissonance qui entoure nos réels besoins et la façon qu'on va agir avec notre partenaire et soi-même. Donc bref, ça va être super intéressant. Et pour nourrir le tout, j'ai invité mes acolytes Vanessa Pilon à se joindre à la discussion ainsi que Amélie Bessimard. Mais avant, c'est le temps de la Minute Clarins. Et cette semaine, je vous présente des grands classiques de ma routine beauté, soit la gamme Multi-Active qui est vraiment le meilleur ami de toutes les femmes dans la trentaine qui commencent à avoir des premiers signes de l'âge. Il y a une gamme, dans la gamme, pardon, il y a une crème de jour et il y a une Multi-Active de soir. Les deux ont le même objectif, soit d'atténuer les premières ridules et d'hydrater en profondeur. Mais celle de jour a pour objectif de vraiment venir prévenir les chocs en fait des intempéries extérieures telles la pollution, le vent ou autre. Ça va vraiment venir créer une barrière en fait pour le stress quotidien. Et pour la nuit, bien, ça va vraiment régénérer les cellules et s'assurer qu'on a un teint reposé à notre réveil. Donc bref, c'est vraiment des produits 100% à base de plantes naturelles que vous allez adorer et à ajouter dans votre routine beauté. Disponible dans une pharmacie près de chez vous ou sur clarins.ca. Comment ça va? Salut! Ça va bien? Ça va bien. Bon retour! Oui. Merci! Elle est toute bronzée. Mais dans le fond, où? elle disait qu'elle déménageait, mais dans le fond, elle est allée... J'avais passé 2 mois au Costa Rica. C'est ça! J'ai vraiment déménagé, mais dans les derniers jours, j'ai passé du temps au soleil. Ah, Ça voilà. fait bien, de retrouver un petit peu de vie. Un petit peu de vie. Au travers, c'est pour des cartons. Oh my God. Bienvenue, Kim! Merci! On a réussi à te pogner. Ben oui! Finalement. Mais une chance que j'étais pas ici la semaine passée. Je pense que j'avais la COVID. Je testais négatif, là. Mais ça peut pas être autre chose. Ou c'est comme l'Ebola. C'était l'Ebola ou la COVID qui était comme indétectable. J'ai une COVID indétectable. Fait que je pense que je vous l'aurais donné. Tout le monde serait malade. Puis tu sais, je voulais vraiment venir. Puis mon chum me regardait. Il était comme... Je pense que tu vas mourir dans le studio. J'étais comme, non, je peux pas te choquer. J'ai déjà choqué. Mais là, je suis ici en forme. Ma grande déception, c'est que t'as pas partagé tes chips au ketchup avec nous. Oh mon Dieu, j'ai mangé un sac au complet. J'ai encore mal au ventre. C'était-tu bon? Sont si bonnes que ça? Alors, elle devait te faire des stories, c'était comme l'anarchie c'est des bon. Tu sais, je me disais, là, c'est parce que moi, j'adore... Mais juste mettre en contexte, c'est quoi les chips? J'ai fait... Ben, c'est parce que moi, j'adore les chips au ketchup. Ouais. Puis j'adore les Miss Vicky. Mais là, ils viennent de faire un mix des deux, ça n'existait pas. On ne m'en parle pas les ketchup épicés. Et oui, ketchup épicé. Il y a comme ketchup Okay, it's et a un real petit thing. kick. Mais c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Ben, c'est ça. Quel est votre saveur de chips préférée? Parce que là, c'est toute la saveur du ketchup avec le côté croustillant de la Miss Vicky, cuite un peu au four. Fait que là, puis c'était à la hauteur de mes attentes. Fait que j'ai mangé un sac au complet. Là, j'ai tellement eu mal au ventre le lendemain. J'étais comme pas capable d'arrêter. Oui. Puis je sortais de ma COVID Ebola. Puis là, j'avais hâte de pouvoir le manger parce que tout le monde m'en a amené. Là, toutes mes amies m'ont acheté des chips. Ça n'a pas de bon sens. Puis tu sais, j'avais vraiment hâte. Puis la journée que je me suis sentie un petit peu mieux, je suis comme... Je suis sautée dans le sac de chips. Puis moi, je veux juste savoir, tu sais, le résidu sur les doigts. Est-ce que tu te l'essuies ou tu te liches? Moi, c'est ma question. C'est toujours un gros dilemme. Non, je liche. Je liche, puis après ça, je m'essuie. Puis après ça, mes pantalons sont sales. Toi, Vanessa, est-ce que tu liches ou t'essuies? J'hésite tout le temps. Je suis comme... C'est un peu dégueulasse de se licher les doigts maintenant. C'est un peu dégueulasse, mais tu sais, ça va pas à la perte, là, ça. Non. Cette belle saveur. La moi, je garniture. liche, là,
Ah, on lèche, on lèche. Ah, ben parlant de lécher. C'est ça aujourd'hui. Aujourd'hui. Le sujet, le sexe oral. Léchant. Oui, vraiment. Mais tu as fait je l'ai dit en introduction, mais d'emblée, tu viens de sortir, ça fait quelques semaines déjà, un documentaire. Oui. Pour parler de la dick pic, mais du phénomène qui entoure la dick pic. Oui. Mais avant de plonger tout droit dans cette chose, je pense que j'ai comme envie, je suis comme curieuse de savoir votre relation avec la sexualité, mais par rapport au numérique, tu sais, la sexualité sur des plateformes digitales, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes à l'aise avec ça ou ça vous rend super inconfortable? Le nom exact, ça s'appelle de l'intimité numérique. Je suis rendue une spécialiste. Wow! Parlons d'intimité numérique. L'intimité numérique. Mais c'est parce que chaque fois qu'on parle de sexe, il y a toujours une dichotomie entre, il y a toujours comme la violence sexuelle, l'espèce de discours très culpabilisant de faites pas de photos, faites pas de nudes, parce que, puis surtout, on dit beaucoup ça aux femmes, aux jeunes femmes, ça peut se retourner contre vous, de la porn revanche, le revenge porn, si les gars les montrent à leurs amis, tout ça. Mais je suis désolée, mais l'intimité numérique, c'est aussi quelque chose de positif. C'est comme... c'est une intimité que tu peux avoir avec quelqu'un de confiance. C'est comme un ajout à ta sexualité. C'est un ajout à... C'est quelque chose de plus érotique que mécanique. Tu sais, il y a quelque chose de... Tu sais, on peut jouer sur l'anticipation. Ça peut venir avec du sexting. Puis le discours culpabilisant là-dessus, il va nulle part parce que ça s'en va nulle part, le sexting puis les nudes. C'est là pour rester. C'est facile, c'est le fun, c'est excitant. Le sexe, c'est là pour rester, là. Au dernier... Rassurez-nous. Oui. Puis tu sais, c'est tellement... Fait qu'il faut trouver une autre façon d'en parler que faites-le pas. Prenez pas vos seins en photo, prenez pas vos fesses. Ça arrivera pas. C'est comme... C'est là pour rester. Puis il y a du positif à ça quand c'est fait dans le consentement puis que c'est sollicité. Fait que c'est ça qui est intéressant de l'intimité numérique, c'est comment on peut faire en sorte que les femmes puissent le faire puis être en sécurité. Ouais. Est-ce que vous en faites, vous, de l'intimité numérique? Sans profiter. Là, je vous regarde parce que moi, je suis célibataire. J'en fais tout le temps. Ben, je pense que quand on est célibataire, évidemment, ça se fait quand même... Tu vois, non, moi, je suis pas d'accord. Je le fais plus quand je suis en couple. Plus en couple? Ouais. Je suis plus en couple, moi. C'est quelque chose que j'utilise un peu, comme tu l'as dit, un outil d'éveil pour dire « Ah, je t'attends à la maison. » Oui. Des c'est ça, c'est super le ça, fun. je l'utilise. Ah, ben oui. Mais c'est super le fun. Puis je pense que c'est sain, là. Tu sais, il y a comme... C'est quelque chose de vraiment... qui peut mettre du piquant, là, sans que ça soit bien élaboré. Puis il y a comme... C'est vraiment pour moi, c'est de l'érotisme, là. C'est même pas de la sexualité. Fait que c'est comme... Mais c'est pas de temps dans ma vie. Ben, c'est pas de temps dans ma vie. Je pense que il y en a pour qui c'est super présent dans leur vie et dans leur sexualité. Je pense qu'il y a des célibataires, que c'est très, très des gars célibataires qui en veulent beaucoup, qui en consomment beaucoup, puis qui en demandent beaucoup. Puis moi, c'est pas de temps. C'est comme ici et là, mais quand il y a comme de la distance entre nous. Parce qu'on s'entend qu'on est en pandémie, 24 heures sur 24, qu'on travaille ensemble. Nous, on est comme face. Je suis dans la salle de bain. C'est ça, la distance. Viens me rejoindre. Quand tu dis nous, Vanessa, tu parles de ton chum et toi? Oui, je parle de mon chum et moi. On est vraiment, tu sais, on se voit tous les jours. Là, comme... C'est dur de cultiver ce mystère, ce jeu, ce désir, cette attente. Tu sais, on est tout le temps un peu face à face. Là. Fait que, mais moi... j'ai comme pas embarqué là-dedans. On dirait que j'ai de la difficulté à me prendre au sérieux. J'ai l'impression j'ai l'impression que je fais un peu un personnage. Fait qu'il faut soit que j'accepte que c'est le jeu, que je fais un personnage, mais sinon, j'ai de la difficulté à vraiment trouver que je suis moi-même. Puis je pense que, j'y pensais avant, j'étais comme, comment ça se fait que ça a comme bloqué ce bout-là? Et je suis tombée sur un souvenir, dans ma malle au souvenir de ma tête. Je me suis rappelée, genre, j'avais comme 19 ans, puis tu sais, là, c'était les webcams. Oh my fucking God! Est-ce que tu vas parler de chatroulette? Ben non, pas de c'était même avant. Oh my God, j'avais oublié ça. On en avait un segment dans le documentaire sur chatroulette, puis on l'a coupé, mais parce qu'ils ont changé les règlements, mais on continue. On va pas en parler. Chatroulette, c'est pas mal des dick pics, comme 75%. Ceux qui savent pas c'est quoi chatroulette, je pense que ça existe encore, right? Oui, ça existe encore. C'est une plateforme où, littéralement, c'est un peu... Tu chattes, donc c'est un bouton qui t'amène à avoir plein de webcams ouverts un peu partout dans le monde, donc des gens connectés, et là, tu peux tomber sur un peu n'importe qui. Je pense pas qu'initialement, ça a été conçu dans un objectif de sexualité. Non, mais ça donne que 80% de ce que tu vas voir, c'est des personnes qui se masturbent à l'écran. Mais c'est ça qui est fascinant. On a trouvé un outil pour parler à des gens de partout dans le monde, puis tout ce que les gens veulent montrer, c'est leur
pénis. C'est quand même fascinant. Mais c'est pour ça qu'on a coupé le segment dans le documentaire, parce qu'ils ont changé les règlements, puis là, ils ont comme un truc d'intelligence artificielle qui bloque les photos de pénis. Fait que là, tu vois rien, il y a personne. C'est bien dommage, on est vraiment désolé pour ça. Mais toi, sûrement que Chatroulette est en train de mourir de sa belle Oui, ça va mourir de sa belle mort. Alors toi, Vanessa, c'est pas le Chatroulette qui t'a traumatisée? Non, c'est pas le Chatroulette. C'est que j'avais fait 1 an d'échange, puis j'avais décidé de rester en relation avec mon chum. Puis tu sais, on avait des cartes d'appel, puis on s'appelait, puis on se téléphonait, là, tu sais, aux 2 jours. Puis à un moment donné, la place où j'habitais, il y avait comme une webcam. Fait que là, tu sais, on parle, puis tout ça. Puis à un moment donné, de nulle part, il se lève, puis genre, gros plan sur son pénis. Puis là, j'étais comme, oh shit. Tu sais, pas de hey, ce soir. Pas de contexte. Pas de contexte, pas de préliminaire, pas d'anticipation. Moi, j'ai juste comme, je me suis mise à penser comme s'il y a du monde qui arrive en arrière. Comme, hey, là, on dirait que j'ai juste figé. Puis tu sais, je savais pas quoi dire. Là, j'étais comme, là, je me sentais mal de pas avoir été comme, tu sais, excitée par tout ça. Là, j'étais comme, est-ce que je devrais l'être? Puis je pense qu'il y a un peu ça aussi dans le phénomène de la dick pic. Il y a comme la culpabilité. Tu sais, on se sent un peu coupable de faire, hey, moi, ça m'allume pas pantoute. Tu sais, comment est-ce que, tu sais, l'espèce de c'est ça, là, de fossé entre le désir. Fait que bref, non, moi, on dirait que depuis cette webcam fatidique... Il a sauté les préliminaires, puis ça te refroidit. Hey, vraiment, vraiment. Puis on dirait que je l'ai jamais intégré tout à fait dans ma vie. À petite dose. Mais c'est vrai que je dois avouer, pour les fois que je le fais, je me prends pas vraiment au sérieux. Non, je me donne un autre prénom, à la limite, parce que sinon, moi, à 4 pattes sur mon lit, en train de me prendre en photo, c'est pas naturel. Moi, je le faisais bien plus quand j'étais célibataire. Mais tu sais, pas genre avec quelqu'un que je viens de rencontrer, là, il y avait un lien de confiance. Là. Tout à fait. Mais oui, j'ai une relation basée quasiment sur ça, de l'échange. Il y a des relations complètement basées là-dessus, des fois. Ah ouais? Oui. Puis... Donc, aucune pénétration en vrai? Non, on se voyait en vrai. OK, merci de me rassurer. Non, on se voyait beaucoup en vrai. C'est juste qu'on s'allumait vraiment énormément par l'envoi d'images, de sextos. Fait qu'il y avait tout ce teasing-là avant. Puis, ça alimentait beaucoup la relation. Puis en couple, peut-être au début, mais comme dit Vanessa, la pandémie... La pandémie est toute brisée. OK, je vais te l'envoyer pendant que tu vas être à ton jiu-jitsu, la seule heure où je te vois pas de la journée, puis on se voit tantôt, fait qu'on dirait que c'est moins naturel de le faire. Mais je trouvais ça quand même... Moi, quand j'ai fait ça dans ma vie, je trouvais quand même qu'il y avait quelque chose d'excitant à le faire, Oui, tout à fait. Par contre, la dick pic de quelqu'un que je connais pas, quand j'ai ça. écouté ton documentaire, je pensais que j'en avais jamais reçu. Puis en écoutant ton documentaire, ça m'est revenu. À un moment donné, sur Facebook, j'ai reçu une dick pic d'un gars que j'avais jamais vu de ma vie. Puis je pense que j'ai justement voulu comme juste effacer ça de mon cerveau. Mais c'est ça, mais j'entendais les filles qui disaient dans le métro des airdrops. Les airdrops, ça, c'est l'affaire la plus violente. Mais le phénomène de la dick pic, si je comprends bien, c'est une photo qui n'a pas été sollicitée. Bien, ça peut être sollicité aussi, mais c'est vraiment une photo envoyée sur une plateforme d'un pénis en érection. Sollicité ou non. OK. Vraiment. Il faut que ce soit en érection aussi. Absolument, faut que ça soit une dick pic. Ils sont surtout en érection, parce que ça vient avec... T'es pas en érection? Not a dick pic. C'est ça. On a tellement de choses à dire. Mais tu vois, juste avec l'exemple de Vanessa, on a fait, dans le documentaire, à un moment donné, on a plugué là, des filles dans un laboratoire par rapport à leur système nerveux, comment ils réagissent quand ils voient une dick pic. Puis, ils réagissaient plus que des images violentes de guerre, de sang. On mettait comme des photos de chats, des paysages, des images de guerre, des morts, du sang à terre, là, puis après ça, une dick pic. Puis le système nerveux réagit fortement puis intensément quand il voit une photo de pénis. Fait que... Qu'est-ce qui explique ça, selon toi? Est-ce que vous avez fait un débrief après? On a fait un débrief, mais vu qu'on n'a pas fait une grosse enquête scientifique avec genre 2000 personnes, puis après ça, il aurait fallu aussi comme... Mais on pouvait au moins avoir une illustration que le système nerveux réagit fortement. Fait qu'on a une réaction physique. Fait que c'est pas juste dans notre tête, ou c'est pas juste un conditionnement, ou c'est pas juste par rapport à ce qu'on a vécu, ou par rapport à notre intérêt. C'est que le pénis est un symbole de pouvoir, puis ça en dit beaucoup sur nous, puis ça en dit beaucoup sur comment on le perçoit, puis comment on réagit quand on le reçoit. Que c'est pas rien. Que c'est pas comme recevoir une photo de chat, que c'est pas comme recevoir une photo violente même. Ça a un impact sur la personne qui le reçoit. Puis ça, on est capable de le prouver. Tu sais, c'était vraiment... La courbe était là. Puis les filles qui ont passé l'étude avaient aucune idée de ce qu'elles allaient voir. Fait qu'ils n'étaient pas dans l'anticipation ou ils n'étaient pas comme « OK, elle est là! » Tu sais. Mais même moi, on a fait une enquête, on m'a mis sur Tinder, puis... Après ça, on m'a mis sur Snapchat, puis oh my God! Il y a vraiment quelque chose de... Tu m'envoies un pénis, là, comme pas de bonjour, pas de comment ça va, là, bang! Il y a vraiment quelque chose par rapport à comment on le vit
on le vit intérieurement qui fait que qu'on peut pas banaliser le geste. Tu répondais quoi, toi, mettons, quand tu le recevais, tu sais, sans avoir demandé rien? Ah, mon Dieu! Mais je pensais que j'allais trouver ça plus niaiseux que ça. Ouais. Que j'allais faire, c'est niaiseux. Ben, surtout pendant l'expérience, puis j'étais comme, si je pogne une dick pic, je pogne une dick pic. Là, j'ai vu des pénis dans ma vie, là, ça me calisse. Puis finalement, tu fais, oh my God! Puis là, tu dis, il y a une personne derrière ça. Puis là, lui, il m'a envoyé ça. Puis il a même pas, il est pas gêné, il n'y a pas de honte. En tout cas, c'est vraiment été, mais donc, ta réaction, quand tu l'as vu, c'est que ton corps a fait, non. Non, bloqué, là. Bloqué. Mais sais-tu quoi? Tu t'es senti... il y a tellement d'affaires à dire avec ton exemple. Tu t'es senti coupable. Oui. Tu t'es senti coupable parce qu'on vit dans une société où toute la sexualité tourne autour du pénis. C'est vraiment... C'est ma conclusion du documentaire. C'est même pas dans le documentaire, mais j'étais comme... Toute notre sexualité hétéronormative est centrée autour du pénis, puis on se sent coupable. Puis il y a beaucoup de femmes qui aiment les dick pics parce qu'ils sont conditionnés à aimer les dick pics. Parce qu'ils ont été avec des hommes qui ont fait « T'aimes-tu ça? » recevoir des photos de mon pénis, puis pour se faire aimer, approuver, valider, ils vont dire oui. Mais il y a aussi, c'est parce qu'il y a tellement un large spectre, il y a aussi des filles qui aiment ça pour vrai. Mais il y a aussi des filles qui aiment ça par conditionnement. Fait que, tu sais, il faut avoir de l'introspection pour se demander, j'aime ça recevoir, ou je dis que j'aime ça pour me conditionner, puis pour plaire à l'autre. Fait que, tu sais, ça demande comme tout un cheminement. Mais on dirait que ça, c'est dans toute la sexualité au complet. C'est dans tous les comportements qu'on adopte dans la sexualité. De se demander, est-ce que c'est vraiment ça que moi, j'aime? C'est ça que je veux ou c'est parce que je sais que ça va plaire, puis donc je vais être... Mais dans tout le documentaire, moi, ça m'a... J'ai écrit un long texte sur Facebook, là, je vous le lirai tantôt si vous voulez, mais il y a comme... Ça m'a vraiment ouvert les yeux sur que tout tourne autour du pénis. Dans la porn, depuis qu'on est tout petite, le mot préliminaire, là, tout ce qui est sexe oral, caresse, dirty talk, ça s'appelle des préliminaires parce que ça précède une pénétration. Fait qu'on dit même pas que c'est du sexe. On dit que c'est un préliminaire à se faire fourrer, tu sais. Puis c'est quand la relation sexuelle se termine, quand il y a éjaculation. Oui, c'est ça. Toute ma vie de femme hétérosexuelle, ça commence avec des préliminaires, une pénétration, puis ça se finit avec une éjaculation. Fait que je pense que là, le moment est arrivé pour qu'on mette sur la table la discussion comment qu'on peut rebrasser les cartes, puis vivre notre sexualité autrement, puis que ce soit le fun pour tout le monde. Puis la job des femmes là-dedans, c'est se demander, puis c'est aller à la rencontre de ça, puis dire qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me génère du désir, qu'est-ce que j'ai le goût de faire, comment je me sens quand on fait ça ou quand on fait ça, puis d'embarquer les hommes là-dedans, puis que les hommes trouvent ça aussi le fun, tu sais. Parce que les hommes sont très malheureux avec le nombre de incels qu'il y a, puis de célibataires non... comment ça s'appelle? Des célibataires non... c'est pas de façon volontaire, puis qui ont beaucoup de violence envers les femmes. C'est une masculinité qui est toxique parce qu'ils pensent vraiment... C'est pas de la faute des femmes, c'est qu'ils ont été conditionnés à penser ton pénis, la grosseur de ton pénis, la performance de ton pénis, comment t'es dans ta virilité. C'est ça que les femmes ont besoin, puis c'est ça qui fait de toi un homme. Fait que s'ils sont pas capables d'avoir des relations sexuelles puis de plaire à beaucoup de femmes... ça vient juste sur leur ils développent de la frustration puis de la violence, puis pas envers les autres hommes, puis ils sont pas fâchés contre la masculinité toxique, ils sont fâchés envers les femmes, puis ils vont attaquer parce que les femmes veulent ça. Puis qu'est-ce que ça fait? Ils vont envoyer des dick pics non sollicités. Fait qu'on est comme dans un cercle vicieux que si la violence puis la frustration, puis que si on avait des nouvelles façons de parler de sexe, ça baisserait cette violence-là, puis on pourrait... Ces gars-là pourraient faire l'amour plus souvent. Avec plein de monde. Mais c'est pas un discours... L'érotisme, en ce moment, n'a pas la cote. Là. La porn est encore très populaire. Pourtant. Je connais pas tant de monde qui écoute vraiment de la porn. Je connais plus des gens qui sont axés sur le développement de leur propre sexualité dans l'épanouissement individuel que d'aller chercher des trucs extérieurs pour se nourrir, tu sais. Fait que là-dessus, moi, j'ai jamais été une fan de porn, puis j'ai essayé. Mais je pense que c'est peut-être quelque chose qui se développe un peu plus tard dans la sexualité, là, tu sais. Je pense que la porn, des fois, c'est beaucoup une porte d'entrée pour... vers la sexualité, là, vers qu'est-ce qui est attendu de moi. Tu sais, moi, je pense à moi, ado, là, t'es comme, mais là, c'est quoi, mettons, une fille, là? C'est quoi que les gars y attendent, là? Ben, voici l'exemple, là, tu sais, c'est ça la... puis l'exemple est vraiment fauné, là, donc c'est vraiment pas représentatif de la réalité. Oui, ben, c'est pour ça que les femmes consomment beaucoup de pornographie lesbienne. Pas parce qu'elles sont lesbiennes, nécessairement, ou qu'elles ont comme un intérêt vers les femmes, c'est parce que c'est une relation égale à égale. Parce que, tu sais,
la porn, elle est comme un gros rapport de force homme-femme quand même. Puis si t'es pas dans un gros trip de domination puis être un objet sexuel, c'est sûr que tu trouveras pas ton compte. Alors que quand il y a deux femmes, il y a comme quelque chose de plus égalitaire puis de plus sensuel qui plaît plus aux femmes, peu importe leur orientation sexuelle. Fait que tu sais, on a peut-être... Mais tu sais, c'est parce que là, c'est trop payant. C'est trop payant de faire de la porn fast-food. Tu mets une fille, tu mets un gars, tu mets ça le plus violent possible. Puis c'est rendu tellement tordu parce que même si... Il y a beaucoup de gens là, qui consomment la porn, puis ça génère des milliards. Ouais, c'est fou. Mais c'est comme... sont pas en train de faire des brainstorms sur comment ça pourrait être plus érotique. C'est juste de plus en plus violent, tu sais. Mais j'aurais aimé ça dans le documentaire, parce que j'ai vraiment aimé la partie où est-ce que vous avez mis les trois filles devant l'écran. Ouais. Je serais curieuse de voir si tu mets un homme qui reçoit un dick pic, si ça y fait une réaction. C'est vrai, hein? Ouais. Parce que tu disais le pénis associé au pouvoir. Puis je me demande si un gars qui voit un autre pénis, si ça y fait quelque chose. Comment je veux dire? Tu vois, on a beaucoup parlé de ça. Il y a quelqu'un qui m'a ramassé sur Twitter par rapport à ça, parce qu'on parle des... pour les hommes homosexuels. Parce qu'ils s'en envoient beaucoup sur des plateformes. Puis la sexologue qu'on rencontre dans le documentaire a dit, mais c'est parce que c'est des plateformes où les codes sont clairs. Ils savent ce qu'ils s'en vont faire, puis ils savent que ça va arriver, puis que c'est leur mode d'échange et leur position sociale est égale. C'est des hommes qui rencontrent des hommes, puis leur position sociale dans la société est égale. C'est pas un homme qui rencontre une autre femme. Puis, tu sais, il y a des gays qui m'ont écrit en faisant, mais ça n'a pas de bon sens, mais je peux comprendre, ça se peut que tu sois un homme homosexuel qui ne veut pas recevoir une dick pic non sollicitée puis que ça a un impact sur toi, mais c'est quand même des plateformes où on sait à quoi s'attendre. Il y a peut-être 2-3 gars qui ont fait un saut parce qu'ils pensaient qu'il allait avoir des poèmes, là, mais il n'y a pas de poèmes. Sur Grindr, ça a l'air. Mais il y a quelque chose là-dedans par rapport à l'exercice dont tu fais référence, là, que les gens recevaient des panoplies d'images puis qu'il y avait une réaction. Je pense aussi, d'un point de vue psychologique, ce qui faisait la réaction, c'est que un pénis, la majorité des femmes en ont vu, que ce soit dans leur intimité ou autre. Parce que c'est un partage de plein de dangers. T'avais la guerre, t'avais des trucs, tu sais. On s'imagine tout le temps, c'est la guerre, on a l'impression que c'est loin, c'est moins tangible. Alors qu'un pénis, on en croise tout le temps, puis on est très conscient qu'il y a des pénis. Fait que c'est un peu... Je pense que le corps réagit d'emblée parce que c'est un danger qui est beaucoup plus proche. Puis là, les femmes, ils sentent le danger. Oh mon Dieu, il y a un agresseur, puis c'est possible, c'est plus tangible pour elles. Fait que leur cerveau réagit davantage. Le pire, c'est les airdrops parce que tu sors ça une dick pic, t'es dans ton salon, puis que le gars est aquatico, que t'es pas dans une situation de danger. Mais si t'es dans le métro, tu reçois une dick pic, ça veut dire que le gars, il est à 2 mètres de toi. Puis il t'envoie son pénis. Fait qu'il y a comme une situation de tension, puis c'est très violent. Mais c'est vraiment l'exhibitionniste 2.0. C'est flasher, c'est vraiment ça. C'est la même affaire. Puis tu sais, ça crée un choc. Puis tu sais, pourquoi tu veux faire subir un choc nerveux à quelqu'un? Pourquoi tu veux... Donc, c'est une relation de pouvoir. Donc, c'est parce que tu veux avoir le pouvoir sur l'autre. Puis comme... Toi, c'est ça qui t'a fasciné au préalable par rapport à l'étude de ce phénomène-là, c'est le côté, tu sais, plus le féminisme et la prise de pouvoir de l'homme par rapport à la femme et tout ça. Ça m'a rassurée, en fait. Ça m'a beaucoup rassurée par rapport à l'étude sur les dick pics. Il y en a eu une dans le monde, puis elle était à Vancouver. Puis moi, en rentrant dans le documentaire, je pensais que ça allait être 80% des hommes le font parce qu'ils sont misogynes. Puis ils sont violents, puis ils veulent te rappeler que t'es un objet sexuel, puis que t'es juste un vagin, puis ils font ça pour te remettre à ta place. Mais ça, je pense que je pense ça parce que je suis une personnalité publique. Puis j'ai vu beaucoup d'hommes attaquer des femmes sur leur physique, puis par rapport avec leur sexualité pour les ramener tout le temps. Mais non, c'est pas ça. C'est à peu près... C'est-tu 40%? 40% des hommes, mais même la misogynie puis le contrôle de pouvoir, c'est 6%. C'est la raison la moins fréquente pour les dick pics. C'est juste que c'est extrapolé dans le milieu artistique, puis pour les journalistes, puis pour les femmes qui ont une position publique dans les médias. Mais c'est la raison numéro 1, c'est transactionnel. C'est un gars qui veut t'envoyer son pénis parce qu'il veut une photo de tes seins ou qu'il veut une photo érotique en échange. Puis la deuxième raison, c'est parce qu'ils cherchent un partenaire sexuel. Puis la troisième raison, c'est la glorification. C'est comme, check mon pénis. Ils veulent se faire dire, mon pénis, il est gros, il est beau, dis-moi-le. Ils veulent se faire dire ça. Puis après vient le contrôle, le pouvoir, la prise de position, puis de domination sur l'autre, puis la misogynie. Puis il y a même un petit pourcentage aussi sur des troubles reliés à l'enfance. Ouais. Mais la majorité des hommes le font naïvement. C'est juste que là, il faut dire, hey, vous le faites naïvement, vous le faites en pensant que ça va marcher. Je comprends pourquoi ils pensent ça. Ils pensent ça parce que depuis qu'ils sont tout petits, dans la cour d'école, dans les vestiaires de hockey, ils se font dire... Ça, c'est ma plus grosse découverte aussi dans ma quête de ce documentaire-là, c'est de savoir que les gars
entre eux, ils se comparent, puis que ça crée une hiérarchie dans les vestiaires. Puis le gars qui a le plus gros pénis, il se fait dire « Gontran, c'est le plus hot de la chambre des joueurs. Il a un gros pénis, les filles l'aiment. C'est à lui que je veux ressembler. C'est lui le mâle alpha, il est viril. » Puis ceux qui n'ont pas un gros pénis ou ceux... c'est triste, pareil. Moi, ça me fait... Oui. Je pense à mes neveux qui jouent au hockey. Puis des fois, parce que les adolescents, leur poussée de croissance, c'est pas en même temps. C'est exactement ça. C'est ça. C'est vraiment... On avait un témoignage de ça, mais il n'est plus là, mais... Les pauvres petits amours, tu sais. Il y en a un qui a une poussée de croissance, puis l'autre, il est encore dans son pénis de... Ça fait ça avec les seins aussi, d'une certaine manière. Mais... Est-ce que vous étiez comparés dans votre puberté avec les autres femmes? Moi, j'étais en ballet, j'étudiais en danse classique. Ça n'avait pas rapport, mais quand même, je pense. Elle s'arrive en premier. Là, mais la différence que l'anthropologue disait... Mais je vais juste rebondir là-dessus, parce que dans le vestiaire, on avait justement un témoignage d'un joueur de hockey qui disait « Moi, j'ai commencé à 12-13 ans, mais il y avait les joueurs 16-17 dans le même vestiaire. Puis, moi, j'avais pas... eu ma puberté encore, j'avais un pénis de petit garçon. Pauvre petit cœur. Puis tu sais, là, t'es tout nu, puis là, t'es avec des hommes avec des pénis, des gros pénis. Puis tu sais, on s'entend-tu quand t'es tout nu, t'es vulnérable? T'es vulnérable, puis t'es au plus... ils grandissent avec ça. Puis après ça, ils commencent à écouter de la porn où ils voient que toute la sexualité est centrée autour d'un gros pénis performant. Oui. Puis après ça, on s'étonne qu'à 20 ans, ils envoient des dick pics en pensant que ça va générer du désir chez la femme. C'est sûr qu'ils... Depuis qu'ils sont tout petits, c'est comme celui qui pisse le plus loin, puis qui a le plus gros pénis, puis qui a le plus de conquêtes sexuelles, c'est le plus viril. Puis la porn vient valider ça. Il n'y a pas d'éducation sexuelle, les parents n'en parlent pas, puis ils rentrent dans la vie d'adulte en envoyant des dick pics. Fait que l'éducation sexuelle, c'est pas une affaire de cours de FPS au primaire. C'est l'éducation des adultes. Parce qu'on est toutes pas bons. On est vraiment toutes pas bons. Parle pour toi. Alors, c'est vrai. Non, mais je suis tellement d'accord avec ce que tu dis. Là. Sérieusement, ça part de loin. Là, puis, on parlait du nom, même affaire. Là. Le nom, c'est non. Ça part à la maison, là, d'expliquer qu'un nom, c'est un vrai nom. Ouais. Oui. C'est notre job en tant que parents. Ah oui, c'est ça. Fait que la comparaison, parce que les femmes, on va se comparer, mettons, moi, j'ai pas de seins, elle a des gros seins, mais ça va pas faire partie de ta quête identitaire. Le gars, ça va déterminer des aspects de sa personnalité. Puis ça va soit développer de la frustration ou pas. Fait que, encore une fois, c'est de parler de sexualité. Un petit gars, c'est de parler de sexualité sans parler juste des dangers. Puis plus de, tu sais, le consentement, c'est important. Mais il faut associer... Le consentement, c'est le fun. C'est le fun, hein, quand une fille veut. Quand elle veut plus que toi-même. Pas comme attends qu'elle te dise oui, mais... On parle souvent de consentement puis de sollicitation comme si c'était des affaires comme... Là, ça va être plate, là, tout le monde. Hein, on va se demander la permission. Mais pourquoi qu'on rend pas ça sexy? Faire comme... Je peux t'enlever tes bobettes. Ça peut être sexy de dire je peux t'enlever tes bobettes. C'est pas comme là, ça a tout seul mood, j'ai demandé d'enlever ses bobettes. Je comprends ce que tu veux dire. Fait que c'est comme... Fait qu'il faut que tu valorises ton petit gars aussi par rapport à... C'est pas le nombre de conquêtes, c'est pas le nombre de filles qui va baiser, qui va faire de lui un homme plus viril. C'est pas ça, là. Parce qu'il y a ça aussi. Tu sais, l'éducation des petits gars, mais sans aucun doute que... Ayant des petites filles, il faut aussi dire que... Choisissez un peu mieux. Oui, je sais pas si choisissez un peu mieux, mais je pense qu'aussi c'est de se comprendre chacun. Là, puis après ça, mutuellement aussi, puis qu'il y a un écart entre les deux. Là, tu parlais de la grosseur du pénis puis de l'identité. Ça m'a juste rappelé un gars là, à un moment donné qui m'a juste dit « Hey, j'ai un gros pénis puis tu me l'as jamais dit. » Là, j'étais comme « Désolée de ne pas avoir souligné cette partie de ton identité. » Tu sais, j'étais comme j'avais pas compris que ça faisait partie de ton identité puis que c'était important pour toi que je vienne valider cet aspect-là. Puis tu sais, pour moi, c'était juste comme j'ai du plaisir, on a du plaisir, on a des corps, voici on a du fun. Mais non, il y avait comme ça là-dedans. Puis vraiment, ça minait je sais pas, son expérience, son identité avec moi, sa confiance en lui. Puis j'étais comme OK, je pensais pas que tu avais besoin de ça. Désolée. Donc, ça tenait un gros pénis. Mais non, mais la fragilité... Simple observation. Oui. Il y a une grande fragilité masculine qui vient. Puis c'est comme si... C'est une loterie, là. C'est une loterie, c'est comme nos seins, là. Tu viens avec des gros os, t'en as pas. Puis nous, on peut se faire mettre des implants. Pas. Mais les pénis se grossissent avec des injections. Ah oui? À un certain point. Mais oui, j'ai un ami qui est urgentologue et il a une spécialisation en médico-esthétique. Là, il a dit j'arrête d'en faire parce que c'est hallucinant comment il y a des hommes à chaque semaine qui viennent me voir puis je veux grossir mon pénis.
Ah oui, la demande est forte. Puis c'est des injections, c'est pas du collagène, mais du filler, là. Je sais pas c'est quoi le mot en français, mais comme les lèvres. Des agents de comblement. Merci, agents de comblement qui viennent gonfler le pénis. Ils peuvent pas nécessairement l'allonger, mais ils peuvent y créer une circonférence qui est beaucoup plus intéressante. Ils vont faire des milliards avec ça. Ils vont faire au lieu qu'on éduque les enfants à pas s'en crisser de la tête de leur pénis, on va les injecter. Mais t'imagines quand ça doit être souffrant, pauvre? Non. Oui, non, mais c'est pas grave. Non, mais parce que tout tourne tellement... J'écoutais juste l'autre fois, comme par hasard, le documentaire sur... comment elle s'appelle? Lorena Bobbitt, qui a coupé le John... comment il s'appelait son mari? Elle a coupé le pénis de son mari. Ouais. Puis c'est fou, parce que là, le documentaire commence... ça, c'est une vraie histoire? C'est une vraie histoire. Dans les années 90... Amélie, la fille pas. Tu sais, une espèce de viol conjugal. Tu sais, un mari qui n'arrête pas de violer sa femme, puis à un moment donné, elle était tannée, puis... Là, la dernière fois qu'il l'a fait, il était sous, puis tout, dans un élan de j'en peux plus. Elle a pris un couteau de cuisine, elle a coupé son pénis, puis elle l'a jeté dans un champ, puis elle est partie. Puis là, tu vois que tout ce qui importe à tous les intervenants, là, les policiers, les docteurs, les infirmières, tout le monde... Puis là, la première heure du documentaire, c'est comme « Where's the penis? We have to find the penis. How can you live without the penis? What's going to happen if he doesn't have a penis? » Puis tout le monde, les policiers, c'est comme « Trouvez le pénis, parce que cet homme-là, ça remettra jamais! » Puis tu sais, je fais comme « Oh my God! » Puis le docteur, puis là, je fais comme tout le monde se fout de la fille violée, traumatisée. Ça, c'est pas important. Faut recoudre le pénis. Puis ils ont réussi à le recoudre. Hey, thank God, hein? Parce que, tu sais, un violeur, pas de pénis. Hey, j'en reviens pas de cette histoire-là. Oui, fait que, tu sais, dis-moi qu'ils arrivent à la victime à un certain point. Oui. Mais, tu sais, mais même encore, je trouve ça un peu. Mais, tu sais, tout le procès tourne quand même autour du pénis. Where did you throw the penis? Why did you cut the penis? Puis lui, il finit par faire de la porn. Tu sais, c'est comme. Oh my God, OK, ouais. C'est qui a produit ça? C'est sur Crave. Ça doit être HBO, je pense. C'est intéressant. Il suggère après ton documentaire. Oui, tout de suite après. Il faut aller voir. Mais tu vois, si j'avais pas fait mon documentaire, j'aurais jamais eu cet œil-là sur ce documentaire-là. J'aurais écouté et j'aurais fait « Ah ben oui, pauvre gars, il était où son pénis? » C'est vraiment venu de longue réflexion. Je pense pas. T'es quand même sensible face à la femme. Je pense que tu l'aurais considéré rapidement. J'aurais été sensibilisée à faire « Ah, cette pauvre femme-là était tannée de se faire violer. » Chose à laquelle j'avais jamais pensé. Mais j'aurais jamais vu... Je pense l'espèce d'obsession de tout le monde, surtout des hommes, de faire faut trouver. Puis tu sais, après ça, cet homme-là, il fait plein d'entrevues, puis tout ce qu'on fait, c'est how's your penis? Puis are you okay with your penis? C'est fou, c'est complètement, tu sais, je veux dire. Can you have sex? Puis lui, il faut qu'il se justifie. Mais je pense que c'est pour ça qu'il a fait de la porn, parce qu'il a dû faire comme 800 entrevues de oui, je suis capable de faire l'amour, tu sais. Puis à un moment donné, il a dû se dire je vais le prouver au monde entier. Me voici. Ben, puis en plus, Pam and Tommy. Avez-vous écouté Pam and Tommy? Non. It's all about Tommy's penis. Là, c'est comme le pénis de Tommy. Il parle à son pénis. Fait que, tu sais, je pense, dans ma vie de femme, ce documentaire-là m'aura fait comme comprendre, OK, on vit vraiment dans une société où tout tourne autour du pénis. Puis, en fait, ça m'a généré de l'empathie pour les hommes. C'est de la pression, là. C'est de la pression parce que, comme je disais tantôt, c'est la loterie. Si t'as pas un gros pénis... J'ai déjà eu justement un gars qui m'avait dit le contraire de ce que l'autre avait dit, une espèce de... Tu sais, j'avais laissé un gars qui était super complexé avec son pénis, puis il avait fait « Est-ce que je te souhaite de trouver vraiment quelqu'un avec un pénis à ta hauteur? » Comme si je l'avais laissé pour ça. J'étais comme, mais non, j'étais super heureuse avec lui, là. Il était... il va se reconnaître, il m'en fout. Mais, tu sais, j'étais comme, c'est quoi ça? Je me suis dit, lui, tout le long de cette relation-là, il pensait à ça. Puis, non, mais lui, c'est ça quand... doit être dans ses raisons. Pour vrai, quand on parle aussi d'éducation sexuelle chez les garçons, puis tout, c'est aussi, tu sais, à un moment donné, on va se le dire, là, la taille du pénis, c'est pas ça qui fait que t'as du fun ou non au lit, là. Tu sais, il y a bien d'autres affaires. Puis, tu sais, justement, on parlait de pourquoi on appelle ça les préliminaires, tu sais, ça devrait justement être tellement mis de l'avant de tout ce que tu peux faire sans ton fameux pénis, tu sais. Puis même, en tout cas, je trouve que... Ça va être le fun. Absolument. Comment qu'on fait alors? C'est plus à nous, en fait, à les accompagner là-dedans ou à se mettre davantage de l'avant? Tu sais, ça serait quoi le bon ballon? Que la femme se mette plus de l'avant ou de rassurer l'homme puis de le valoriser face à autre chose? Je pense que collectivement, en tant que femme, faut se responsabiliser sur notre propre sexualité puis essayer de comprendre qu'est-ce qu'on aime puis qu'est-ce qu'on veut puis comment le nommer puis comment l'affirmer puis comment l'amener, passer de la théorie à la pratique. Puis pour ça, il faut que tu sois capable de savoir ce que tu aimes. Pour ça, il faut se le permettre. Il faut permettre aux femmes de le vivre aussi. Il faut que les hommes permettent aux femmes d'avoir un nouveau terrain de jeu. C'est fun, ça, quand même. Qu'est-ce qui serait le fun? On est vraiment obligé de commencer de même puis finir de même? Fait que
C'est pour ça aussi l'importance de garder les nudes puis l'intimité numérique, parce que c'est des choses que les femmes aiment beaucoup, là, l'anticipation, l'échange, le partage, l'espèce de... Pour faire un build-up puis l'amener quelque part. Puis les gars aussi, je pense qu'on généralise quand on pense que les gars veulent juste venir le plus vite possible. L'anticipation, c'est le fun, là, puis d'arriver quelque part avec l'autre, puis arrêter, recommencer, tu sais... Je faire un sandwich, recommencer après, pour pas que c'est pas obligé là, d'être tout en 15 minutes. Qu'il n'y a pas de règle, c'est ça. On a vraiment une espèce d'idée préconçue de c'est supposé être quoi une relation sexuelle. Puis il faut qu'on rentre ça là-dedans, exactement comme tu disais un début, avec la fin, avec l'éjaculation masculine. C'est comme... Oui, mais même les gars, ça peut vraiment déborder puis aller ailleurs. Oui, les gars comme les filles sont pognés dans ce carcan-là. Les deux, on l'est. Il faut comme collectivement qu'on explose ça puis qu'on fasse OK, là, humainement, comment on a le goût que ça se passe. Moi, dans ma quête de me réapproprier justement ma sexualité, j'étais comme OK, je vais lire des livres. C'est mon réflexe, aller lire des livres. Puis il y en a un vraiment qui m'a comme... confortée dans mes désirs, dans tout ça. C'est un livre d'Émilie Nagoski. Je ne sais pas si vous l'avez lu. C'est « Réjouissons-nous » en français, puis en anglais, c'est « Come as you are ». Puis c'est des années d'études scientifiques sur le désir féminin. Thank God, finalement, qu'on fasse ces études-là. Puis justement, de voir à quel point toutes les recherches sur la sexualité étaient centrées sur l'homme. Puis là, après ça, de faire « OK, mais le désir féminin ». Puis moi, ça m'a... tout le long, j'écoutais, puis je faisais ça de la tête. J'étais comme « Oui, exact. Mais oui, c'est ça. » Toutes les affaires que tout le long de ma vie, je me sentais un petit peu comme brisée, là, tu sais, je me disais, ben voyons, je fonctionne pas comme mon chum, ça veut dire qu'il y a quelque chose en moi, c'est peut-être parce que j'ai vécu de la violence sexuelle, il va falloir que j'aille réparer ça, heal the traumas, puis tout ça, puis là, finalement, de juste me faire conforter, de faire, le corps de la femme marche pas comme celui de l'homme, et voici de quelle manière, puis tu sais, entre autres, avec le désir, tu sais, juste l'excitation sexuelle, tu sais, la circulation du sang dans cette zone-là du corps, pour les femmes, le désir et cette circulation-là du sang, c'est seulement 10% de concordance. Fait que souvent, on va être vraiment aroused, mais ça va pas se passer nécessairement. Ça va pas se traduire avec une augmentation de circulation sanguine dans cette zone-là du corps. Puis aussi, tu sais, tout le contexte, on parle du contexte, mais c'est tellement important. Tu sais, moi j'étais comme, est-ce que je suis folle de pas avoir le goût de faire l'amour quand c'est le bordel dans la cuisine? Est-ce que ça, c'est anormal? Mais tu sais, c'est vrai que si ça, c'est dans ma tête, comme c'est sûr que le contexte va être moins présent, puis après ça, de comprendre c'est quoi les mécanismes de désir, puis de juste être en paix avec ça, puis de se dire mutuellement comme, hey, c'est correct, on est normal, ça va, là, tu sais. Il y a pas comme, tu sais, puis parce que sinon, moi, je sentais tout le temps que j'étais en train de me mouler au désir masculin, tu sais, puis de me regarder à travers le regard masculin. Puis là, tu sais, de juste revirer ça de bord, déjà, je trouve que c'est comme, moi, je me sens vraiment... C'est libérateur. Oui, c'est libérateur, puis je me sens comme solide dans cette affirmation-là, ce que j'avais pas dans ma jeune vingtaine, par exemple. Bien, je pense que c'est notre job de justement de le dire pour que ça rentre dans les oreilles de d'autres femmes qui se moulent aux hommes. Je pense que là, la majorité des femmes essaient toujours de s'adapter un peu à leur partenaire, puis qu'on est comme conditionné à faire ça. Fait que là, c'est vraiment de reprendre le pouvoir sur qu'est-ce qu'on a envie de faire. Tu sais, juste la moyenne pour avoir un orgasme avec un cunnilingus, c'est 20 minutes. Tu sais, c'est quand, là? Tu sais, je pense pas que les gars savent ça, là. Mais tu sais, je suis sûre que dans leur tête, si je me fie, mettons, les cunis de porn, ça dure pas plus que 30 secondes. C'est comment qu'il est là, c'est le bout de plate. All right, let's go. Mais c'est juste des petites choses comme ça qui peuvent aider à faire comme, ah, OK, on se situe là à peu près. Mais, puis vraiment, mais si on se responsabilise pas, si on n'est pas capable de le trouver puis de le nommer, puis de se le nommer entre nous, puis qu'il n'y ait pas des femmes qui parlent pour les femmes, les prochaines générations, il n'y aura pas de modèle. Fait qu'il faut comme qu'il y ait un modèle puis que ça soit puis que ça soit sexy dans notre façon dont on parle pour pas qu'on ait l'air des madame plates. Oui, non, mais non, moi j'aime ça plus comme ça. Puis tu sais, d'accepter toutes nos sortes de sexualité. Puis justement, pas se dire je suis pas normale, c'est juste t'aimes ça mais différemment. Puis différemment veut pas dire plate. Non. Puis mais c'est ça, je pense qu'il faut vraiment enlever. On est vraiment conditionné à penser que les hommes, c'est des chasseurs qui veulent avoir le dessus sur leur proie, puis que ça fait comme des relations sexuelles dominant-dominé, puis c'est ça qui est excitant, puis c'est ça que les gens aiment le plus. Mais les jeux sexuels de pouvoir les plus excitants, c'est quand tu es dans une relation de confiance égalitaire. Fait que plus les relations hommes-femmes vont être égalitaires, c'est ça qu'il faut rentrer dans la tête des hommes, plus on va être l'égal de l'homme, plus les relations sexuelles vont être épanouissantes, puis intéressantes, puis le fun.
parce que vous serez plus obligé de forcer. On est comme dans une position sociale où on veut pas se faire slut-shamer, puis que le gars, il faut qu'il insiste, puis ça crée une espèce de dynamique, on se retrouve au lit, puis c'est fucked up. Mais si on est capable de se rencontrer égal à égal, tout est possible, là. Il n'y a plus de limite. Tout est possible, puis tout est limite, parce que tu es en relation de confiance, tu es dans le respect. Fait que tout est possible pour l'homme, puis tout est possible pour la femme. Puis on fait complètement le chemin contraire. On se positionne dans une espèce de « OK, je vais essayer ça pour lui », puis lui, il est comme « Non, mais il faut que j'insiste si je veux que ça arrive. » Fait que, puis de toute façon, dans nos rapports sociaux, on est toujours dominé par les hommes. Je suis désolée, là, c'est pas encore... on n'est pas encore advenus, là. Donc, ça aurait été intéressant qu'il y ait des gars aujourd'hui pour voir qu'est-ce qu'ils pensaient de cette nouvelle sexualité-là qu'on devrait développer. Mais c'est souvent pour ça aussi que les hommes aiment ça. Mais mon Dieu, je pense que les générations d'hommes sont en train de changer, puis que les hommes aiment ça, être égal à égal avec leur nouvelle partenaire, leur nouvelle blonde, mes amis gars. Mais je sens le vieux modèle encore de la blonde qui va pas trop me challenger dans ma virilité, si je veux. Puis, c'est de l'insécurité, finalement. Oui, c'est ça. L'insécurité pour que, justement, pas être trop challengée par rapport à leur virilité, leur masculinité, puis qu'il va les suivre là-dedans. Mais ça aussi, ça crée un rapport déséquilibré où la femme va le suivre dans sa sexualité à lui, puis lui, il est pas vraiment bien. Fait qu'il va être comme... il va comme se mouler à un modèle sexuel viril qu'il a dans sa tête, puis pas nécessairement connecté à ses désirs. Puis ça crée des relations toxiques. Mais oui, puis ça devient plate pour les deux aussi. Oui, exactement. Ça fait beaucoup de monde malheureux. On pourrait juste être mieux. Puis c'est aux hommes aussi de se responsabiliser à essayer d'être ouverts à une nouvelle sorte de sexualité. Puis arrêter d'avoir la pression d'être le mâle. Mais ça revient à ce qu'on avait un épisode sur la sexualité, là, justement, le désir, puis tout ce qui évolue. Puis on parlait, comment, deux fois dans le podcast qu'on a parlé de communication, comment la communication, ça change tout, tu sais. Je pense que là, c'est là la clé, tu sais. C'est intéressante aussi. Oui, c'est ça. Kim me dit exactement ça, comme quand elle était plus jeune, je faisais ma cochonne, puis je voulais comme être dans un esprit de performance, puis là, être connectée à ses désirs. Mais ça serait le fun qu'on vive ça de 18 à 28 au lieu de 28 à 38. Exactement. C'est la façon où on va s'éduquer, comme Vanessa le disait, là, on a accès à peu de choses en bas âge. On est gêné aussi d'aller chercher de l'information, d'en parler, que ce soit avec notre famille, nos amis. Fait qu'on va dans des choses qui sont accessibles de façon solitaire. Souvent, c'est Internet, donc c'est de la pornographie. Et donc, on part avec du chemin de recul, là, comme ça n'a pas de bon sens. Mais depuis tantôt, je vous écoute parler, puis je me demande, je suis comme moi, j'ai-tu eu des rapports comme ça? Parce que je suis très assumée dans ma sexualité depuis forever. Là, je suis très entière. Mais je pense que je suis très à l'aise, puis les personnes sont à l'aise avec moi, puis je peux prendre le dessus ou peu importe le dessus, façon de parler, là, mais là où je dois avouer que j'ai vu davantage de surprises, c'est justement au moment de la fin où l'homme vient, puis il se retire, puis là, je suis comme, non, attends, excuse, je suis pas venue. Tu vas continuer. Comme ça s'arrête pas là, puis j'y ramène. Je suis comme fuck off. Puis ça, je dois avouer qu'une couple de fois, il y a OK. Ouais, OK. OK. Faut que oui, c'est parce que là je m'en crisse. Au pire, embrasse-moi, fait quelque chose, je vais m'occuper de moi en même temps, mais comme tu peux pas me laisser de même. C'est quoi cette affaire-là? Oui, parce qu'en plus, on est comme super... Ben non, mais c'est parce que c'est excitant d'avoir son partenaire éjaculé en plus. Fait que c'est exemple, on n'a pas eu la possibilité d'avoir un orgasme. On a encore plus envie d'atteindre ça. Fait que moi, si tu me laisses comme ça, l'attente à côté, puis tu veux rien faire, ça pareil, me quand tu y penses, c'est fou. Le gars vient, puis c'est comme... C'est fini. Mais des fois, vous en avez parlé aussi dans votre podcast sur la sexualité, c'est que, tu sais, des fois, c'est pas grave de pas venir. Faire comme, lâche-moi, là, ça viendra pas, ça viendra pas. Mais c'était le fun, j'ai eu du fun. Mais il y a aussi l'espèce de, ben non, là, j'ai les hormones dans le tapis, tout est plein d'endorphines, là, puis tu veux dormir aussi, tu veux dormir. Mais moi, je suis comme, je pourrais repeinturer le plafond, là. Oui, exact. C'est comme, là, aide-moi, là, tu sais, justement, être capable de dire... Mais que ce soit tellement comme intégré qu'on peut juste faire comme French-moi, puis je vais me finir. Non, mais c'est ça, je suis comme je peux comprendre le moment, parce que des fois, moi aussi, après un orgasme, je suis comme OK, touche-moi, c'est ça. Je comprends. Mais de prendre pour acquis que moi, ça se termine là, c'est pas parce que toi, t'as une fin que la mienne est la même. Fait que, ça, je dois avouer que j'ai eu plusieurs partenaires qui étaient surpris de ça, faire comme OK, maintenant, parce que là, j'étais comme, non, t'as pas fini. La limite, c'est moi qui devenais dominante. J'étais comme, fuck off, tu sais. Moi, je me rappelle dans ma vingtaine là, de faire, tu sais, tantôt, tu disais, faudrait qu'on le sache qu'un cunnilingus, c'est minimum 20 minutes. Oui. Moi, je me rappelle d'être en train de me faire un cunnilingus puis de me dire, non, c'est trop long, tu sais, il va être écœuré puis de faire semblant d'avoir un orgasme, tu sais. C'est fou de penser comme ça, tu sais. C'est incroyable. Moi aussi, j'étais comme, non, ça n'arrive pas. Il va être tanné. J'en reviendrai jamais. C'est vraiment triste. Non, mais tu sais, ça aussi, ça fait partie de l'éducation. Tu sais, je comprends
sûr qu'il y a sur le terrain, inévitablement, que tu peux apprendre, mais on n'arrête pas de dire qu'à quel point que les femmes, c'est donc bien compliqué avoir un orgasme, puis que ça devient... C'est décourageant avant même de commencer. Ouais. Non, mais c'est ça qu'il faut déconstruire. Mais c'est ça qui est difficile aussi, c'est l'espèce de... C'est parler aux jeunes filles, puis c'est de parler aux jeunes filles de sexualité épanouissante, mais... C'est toujours relié au danger. Dans les années 80, c'était comme, faites attention, il y a le sida. Après ça a été, attention, il y a les MTS. Après ça, c'est les ISTS. Puis, protégez-vous, le condom. Vous pouvez tomber enceinte. C'est ça, là, qu'on nous bombarde. Fait que là, il faut comme ouvrir l'éducation sexuelle à... Les filles aussi ont des hormones dans le tapis, des fois, adolescentes. Puis la puberté kick, puis on veut frencher, puis on veut toucher. Puis on pourrait dessus, comme, pouvoir s'abandonner à nos hormones, puis nos désirs, puis nos envies, sans être en danger de mort. Puis, tu sais, puis que les petits gars fassent comme, je peux aller vers ces filles-là sans trop forcer, puis comme juste être à l'écoute, puis attentif, puis d'arrêter de valoriser les garçons qui pognent. Je pense qu'on dit souvent, les gars, une n'attend pas l'autre, puis on connaît tous des gars qui aiment ça, avoir beaucoup de conquêtes sexuelles, puis les accumuler, puis ils se valorisent par ça, puis on fait comme, mon Dieu, ce gars-là, il pogne, puis il fourre. Mais moi, je pense pas que c'est relié à pas juste leur comportement biologique de un gars a vraiment besoin de moi, je le vois souvent comme un manque de confiance. Ben, c'est souvent un manque de confiance, un peu... Puis parce que... On va repartir un autre épisode. On va repartir un autre épisode, mais c'est vraiment... non, mais c'est eux. Non, mais je trouve ça extraordinaire parce que on pourrait en jaser longtemps. Là. Mais c'est comme, c'est bien vu. Puis je sens souvent que c'est des gars insécures dans leur virilité, justement, qui ont besoin de se... Mais tu vois, je dirais pas jusqu'à dire que c'est juste dans leur virilité qu'ils sont insécures. Je pense que c'est de l'insécurité, puis là, ils ont trouvé une façon de se valoriser rapidement au travers des conquêtes. Fait qu'ils s'en vont combler un manque ou un vide avec ça. Oui. Mais, ça serait le fun de pouvoir en parler sans juste les valoriser en faisant « il pogne. Il y a tout le temps des conquêtes. Lui, c'est un homme à femme. » Ce serait le fun de faire... Puis là, on n'est pas rendu là. Peut-être que dans 1000 ans, 2000 ans, les gars entre eux vont pouvoir se dire... T'as couché avec beaucoup de filles dernièrement, là, puis ta carrière va pas super bien. Y a-t-il une corrélation entre les deux, tu sais? Mes amis, là, souvent, ils sortent avec des gars que soudainement, ils ont des petites passes d'infidélité. C'est souvent parce que le reste de la vie professionnelle ou personnelle va pas, puis qu'ils cherchent une valorisation immédiate. Tout à fait. Puis c'est pas de même qu'on se l'intellectualise puis qu'on se le dit, là. C'est comme, t'es un esti de crasseur, puis il fait comme, ouais, je suis un gars comme les autres, mais tout le monde pleure. Mais tu sais, si on pouvait se dire comme... Tu sais, ça peut être le fond d'une conversation de pourquoi tu as ressenti le besoin d'aller voir ailleurs. C'est pas bien, je te faisais-tu sentir inadéquat? Qu'est-ce qu'il y a eu, là? Puis qu'on ait cette conversation-là, puis que les gars aient cette conversation-là entre eux. Ben oui. Clairement. Je suis curieuse de savoir, en tant que femme de position, parce que tantôt tu parlais de contraception, justement, on est toujours un peu en danger avec l'arrivée de la pilule contraceptive pour les hommes. Vous avez réagi comment? Ils apprendront pas. On n'est pas rendu là. Je suis rendue cynique. Il est quelle heure, là? 3 heures, je suis rendue cynique. Non, je veux qu'ils apprennent tout. Je veux tout qu'ils apprennent. Puis je sais pas comment de temps ça va prendre avant qu'ils... Puis en plus, c'est même pas hormonal. Fait que ça mais votre réaction était... Ben moi, extraordinaire. J'étais comme, fucking fin. Oui, moi, j'ai dit à mon chum, après notre deuxième enfant, notre deuxième garçon, j'ai dit, moi, je prends plus rien. Je te dis, fait que c'est lui qui va faire l'opération. Fait que c'est ça, à un moment donné, là, c'est comme, c'est assez, là. Mais on en a fait, là. Tout à fait. Oui. Sur le coup, j'ai une réaction très... justement, moi aussi, j'allais reposter puis j'étais comme, hallelujah, avec les petites mains. C'est extraordinaire. Puis après coup, j'ai juste commencé à lire un peu plus, puis je suis comme, OK, attends. Ils ont investi, puis là, tu creuses un peu des millions de dollars dans la recherche pour être sûr que notre pauvre petit homme soit confortable à prendre une pilule qui va pas avoir des effets secondaires, qui va pas faire des changements d'humeur, décider ça. Ils ont investi tellement d'argent pour s'assurer que peut-être finissent par l'intégrer dans leur quotidien. Puis nous autres, ils n'ont pas décidé d'investir de l'argent pour c'est comme nos hormones, quand on est plus... La ménopause, on ne sont pas couverts par... non, mais nous, on peut faire des embolies pulmonaires, puis sans contre-calice. Des caillots, des sauts. Des dépressions, tu peux mourir. Des sauts d'humeur, prise de poids. Mais encore une fois, on les traite tellement comme des faibles. Pourquoi? Puis on n'a rien par rapport... Puis il n'y a rien par rapport... la médecine, c'est parce que la médecine pour le système reproducteur féminin est 1000 ans en retard. Il y a des pilules pour le Viagra, pas pour les problèmes d'érection, mais il n'y a rien pour des affaires pour le désir féminin. Là. La médecine s'en crisse vraiment beaucoup. Fait qu'on est vraiment en retard. On est en retard sur les hormones, sur toutes les maladies reliées au système reproducteur. Il y a comme... Mais pour les hommes, on va bien s'assurer
Ah, mais oui, ben, tu sais, les hormones pour quand tu rentres en préménopause, ben, il y a plein d'effets secondaires. Puis, mais puis pour le Viagra aussi, il y a plein d'effets secondaires, mais on va les donner, on va les prescrire. On va pas dire, là, monsieur, vous allez peut-être faire une crise cardiaque. Non, non. On prescrit. Mais des femmes qui souffrent, on va faire, on n'est pas sûr de vouloir vous prescrire des hormones parce que ça peut augmenter le risque de cancer du sein. Mais pour les hommes, ça, on va atténuer leur souffrance immédiatement. C'est très décourageant, finalement, cette podcast. Non, mais il y a des avancées. Il y a des grandes avancées. Ça met quand même la lumière sur différents enjeux auxquels on fait encore face, puis il faut continuer à porter. Oui, puis il y a beaucoup de médecins hommes gynécologues qui sont en train... Il y en a un, j'oublie son nom, il s'appelle Martin, je ne sais plus qui, mais qui a sorti un livre vraiment sur la médecine féminine, puis comment, c'est vraiment un grand défenseur de cette médecine-là, à cause du retard qu'on a eu à travers les années. Puis il faut encourager ces hommes-là, justement, puis ces femmes-là, puis qu'on découvre qu'est-ce qu'on peut faire. Là. On ne sait même pas c'est quoi le point G encore. On est en quelle année, là? 2022. Puis on est comme, on ne sait pas c'est quoi. Mais c'est comme... Je m'en allais te le décrire, mais ils ont sorti un documentaire sur Netflix. Oh mon Dieu, c'est en anglais. Faut que je l'écoute. Mais elle le voit, tu le vois, le point G, tu le vois. Tu le vois. Mais tu le vois. Tu le vois, là, il est là. C'est quoi le liquide qui sort, là? C'est pas 15 minutes. C'est pas en bref? Non, c'est pas en bref. C'est vraiment un documentaire qui est sorti, je pense, il y a 1 semaine ou 2. On va, il y a une photo. Vraiment, et c'est axé sur le plaisir. On le reçoit la semaine prochaine, le point G. Mais il y a aussi ça. On dirait qu'on parle du Yeti, comme on le veut. Non, mais même par rapport à la pilule puis tout, même les gars, c'est comme d'emblée que c'est nous qui prenons ça en charge. La pose du stérilet, je me mets un corps étranger à l'intérieur de mon vagin, là, tu sais, je veux dire. Moi, ça, j'ai super excuse-moi, là, ben oui, moi aussi, mon ostéopathe, il dit, j'avais des problèmes avec ma colonne vertébrale, puis il est sûr que le stérilet en est en cause, là, bref. Mais tu sais, on fait tout ça, puis c'est comme, c'est normal, c'est banalisé à fond, eux, il n'y a rien. Mais non, mais là, il va y avoir une pilule. Il faudrait vraiment, mais il faut vraiment comme... ils n'apprendront pas, puis je suis un peu d'accord. Je pense qu'ils n'apprendront pas tout de suite. Je suis un peu d'accord. Je sais pas si c'est l'effet instantané aussi. Là, sais-tu, faut-tu qu'elle commence puis qu'elle prenne tous les jours? S'il faut qu'il soit discipliné. On n'est pas sorti du bois. En même temps, tu sais, t'offres l'ultimatum. C'est soit la vasectomie ou la pilule, mon là. Non, mon ça, c'est réversible maintenant, la vasectomie. Oui, mais en même temps, tu dis ça à un homme, justement, leur identité est tellement ancrée sur leur pénis puis leur éjaculation, puis ils s'imaginent qu'ils vont tout perdre s'ils s'en vont là. J'ai tellement de chicane avec des gars, là. Non, mais mettons qu'on leur dit que ça fait grossir le pénis. C'est peut-être ça qu'on devrait rajouter. Ah, quoi? Tu vas être plus fort. Tu vas être plus fort. Oui, tu vas demander plus dur. Ton sperme va être en arc-en-ciel. Ah oui, il aurait dû vraiment mixer ces deux affaires-là. Dans le fond, c'est du Viagra qui rend stérile. Là, c'est comme... C'est ça. Aïe. J'en ai-tu des solutions? C'est incroyable. J'aurais dû être médecin. Faire de la recherche. T'aurais vraiment dû. Mais je pense qu'il y a des belles avancées à faire, ça, c'est sûr. Je sais pas, honnêtement, par rapport à mon intimité individuellement, je sais exactement quoi faire. Je sais pas comment l'aborder de façon, justement, pour qu'on puisse s'influencer. C'est bien beau faire un podcast, mais là, comment qu'on peut le faire de façon sociétale et day-to-day pour qu'on puisse s'influencer à, justement, à assurer un meilleur équilibre dans tout ça? Est-ce que vous avez des idées? Sans parler avec notre entourage, comme être à l'écoute de nos copines aussi, puis nos amis gars. Puis, ça dépend, là, tu fréquentes-tu quelqu'un? Elle l'a dit. Tu l'as dit que tu fréquentais quelqu'un. Tu fréquentes quelqu'un. Mais tu sais, c'est le fun au début, parce qu'au début, c'est le fun. C'est le moment d'avoir cette conversation-là. Tu sais, c'est pas après 3 ans en faisant « J'ai jamais aimé ça! Comment tu me fais l'amour? » Fait que tu sais, il y a comme... Puis peut-être l'aborder davantage, puis justement d'avoir de plus en plus de plateformes où on va en parler, tu sais. Mais il y a beaucoup de trucs en ce moment, là. Il y a même des podcasts de gars qui parlent de masculinité, puis de leur rapport au sexe, puis à comment ils ont... Puis il y a beaucoup de livres qui sortent. Il y a Liz Plank. Il y en a un aussi qui s'appelle... je me rappelle pas comment ça s'appelle parce que ça a été traduit, mais il y a un livre de Bell Hooks, qui est une autrice américaine. Elle est décédée, mais elle a fait un livre sur la masculinité toxique. Bon. Même avant Elisabeth... Ah, mon Dieu, c'est vraiment, vraiment bon. Puis, tu sais, tu peux le laisser à ton chum, puis une petite lecture de même, sans pression. Puis après, ça ouvre le discours. Il y a vraiment des bons... puis il y a un podcast aussi qui s'appelle Man Enough. Oui. C'est vraiment bon. Ouais. Liz Plank est comme collabo là-dessus. Ouais. Au début, je pensais que c'était son podcast. Je me dit, c'est les 2 gars qui parlent de leur rapport. Ah oui, puis il y a aussi Dwight. Puis on jase, mettons, là, parce qu'on est maman là, ici, à part Cathy, mais livre pour enfants, ça pourrait être déjà... Il n'y en a pas, présentement? Mais il y en a sur des couples, des modèles de parents différents, homosexualité, 2 papas, 2 mamans, mais sur la sexualité, je pense que ça pourrait être poussé plus loin, tu sais. Oui.
Mais notre défi... Ah ben toi aussi, t'as une fille. Notre défi comme mère de fille, ça va vraiment être de pas associer le sexe à danger, mais en même temps faire... Tu sais, j'en ai eu des relations dans ma vie consentantes, non consentantes. J'aimerais ça, pouvoir y éviter ça dans sa vie, tu sais, de vraiment dire, quand ça te tente plus, tu as le droit de partir, tu as le droit de dire non, puis la solution, c'est peut-être pas faire comme, dans 10 minutes, ça va être fini, je vais m'en aller. Peut-être que la solution, c'est va-t'en tout de suite. Puis je pense que ça va être... Puis de vraiment trouver une façon de l'éduquer puis de parler de sexualité comme quelque chose de beau puis de le fun, puis en même temps, fais attention puis choisis-toi. Fait que c'est un beau défi de mère. Mais tu sais, le consentement, ça commence même avant ça. Tu sais, juste quand tu changes la couche, tu sais, quand j'ai fait un massage, comme tu sais, d'y demander, il y a ça aussi de déjà lui montrer qu'elle a le pouvoir sur son propre corps, tu sais, ne serait-ce que pour plein de décisions, tu sais. Puis je pense que c'est ça, tu bâtis à partir de ça. Si elle a le réflexe de dire non quand ça ne tente pas. Puis même les garçons, je veux dire, le consentement aussi chez les garçons. Vraiment. Toi, t'en avais cité un exemple avec ton fils. C'est pas parce que c'est le gars qui a nécessairement envie de faire l'amour. Le gars aussi, il faut qu'il soit consentant. Puis c'est sûr qu'on en parle beaucoup plus de la femme, mais... Non, mais c'est important, les garçons aussi. Exactement. Vraiment... Fait que... Je pensais pas que c'est là que t'allais. Je retire mon commentaire. Non, qu'est-ce que tu veux parce que je pensais que tu faisais un commentaire par rapport au non. Tu sais, t'avais passé un commentaire par rapport à Noah James qui voulait pas que son père l'embrasse. Puis des bisous. Oui, ben moi, je suis vraiment on force jamais aucun bisou, là. S'il veut pas faire de collade, souvent, c'est parce que, mettons, quand la famille vient à la maison, OK, mais là, ils s'en vont, il faut donner des bisous, des câlins. Non, s'il veut pas, il veut pas, c'est correct. Mais là, ce qui est formidable, c'est qu'on peut dire la COVID! Mais non, mais moi, pour vrai, je suis même pas gênée de le dire. Je dis, ben non, c'est correct. On dit bye-bye, puis il veut pas, c'est tout. Au pire, c'est moi qui vont trouver folle, je m'en fous. Ou genre désagréable, ou peu importe. Oui, parce que c'est vrai, dans les années 80-90, c'était très comme, non, on va donner un bec. Puis même, donne un bisou sur la bouche à ton ongle, puis tu sais, genre, c'est pas moustache, non. C'est un peu trop. Oui, il y avait comme pas de respect par rapport à l'écoute de l'enfant, comment il se sent. Non, il y avait vraiment... Ça n'existait pas. Non, c'est vraiment pas. Ouais. Mais on a des belles pistes de solutions. Je pense que c'est bon ce que tu dis, parler avec nos amis, tes amis de filles, une nouvelle fréquentation, mais aussi les enfants, il y a vraiment quelque chose à faire, puis tôt, tu sais, comme... Mais même nos amis gars, comme tantôt, quand j'en parlais, l'espèce de prendre la décision de peut-être de dire le contraire de ce qu'un ami peut penser par rapport à ses relations avec les femmes. Il y a comme... Des fois, confronter quelqu'un qu'on aime, donner du tough love, là, ça peut sauver des gens. Ça peut sauver les personnes qui fréquentent. Faire comme... Tu te rends compte que ce que tu fais en ce moment, ça a un impact. Puis d'essayer de... Ça peut avoir justement un impact positif sur les personnes qui vont entourer cette personne-là. Fait que vraiment avoir ce discours-là. Puis c'est tellement... Parce qu'avec les vagues de dénonciation, on en a tellement parlé, mais on a tellement parlé du danger. Puis, tu sais, je veux dire, 9 femmes sur 10 vont vivre des problèmes de problématiques par rapport à leur sexualité. Fait que ça fait beaucoup de monde qui ont des traumas. Puis c'est beaucoup de monde quand même qui ont des traumas, mais qui ont envie quand même d'avoir une sexualité épanouie. Ça veut pas dire que ça s'arrête là. Puis ça serait juste le fun de pouvoir baisser le pourcentage de femmes qui vont devoir subir du harcèlement sexuel, des agressions sexuelles, des comportements problématiques tout au cours de leur vie. En fait, c'est c'est l'affaire qui m'a le plus abattue pendant le documentaire. Là. C'est quand je rencontrais Chantal Maccabé. J'étais comme cette femme-là depuis 30 ans. Puis, tu sais, elle me parlait de sa job là, avec une passion. Elle était comme, moi, j'aimais Guy Lafleur, puis ma job, puis je vais devenir journaliste sportif. Puis, j'ai réalisé mon rêve. Mais tous les jours, depuis 30-35 ans, elle vit de la misogynie, de la violence en ligne, de la violence en temps réel, là, dans sa réalité, dans son quotidien. Puis, ce qu'on lui dit en tant que société, c'est accepte-le, prends-toi. Parce qu'on n'a aucune vision de société d'arrêter la violence en ligne envers les femmes journalistes ou les personnalités publiques. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de réglementation, il n'y a pas de conséquences. Fait qu'elle, à tous les jours, elle reçoit des dick pics, elle reçoit des motus à tabarnak. Quand le Canadien perd, elle reçoit de plus en plus d'insultes. Parce qu'il y a des hommes qui n'acceptent pas qu'elle soit dans un milieu d'hommes, qui n'acceptent pas de la voir à télé. Puis elle ramasse toutes les dick pics. Parce que les 5 raisons que j'ai dit tantôt, là, transactionnelle, glorification, misogynie, elle, c'est une belle femme sur une chaîne presque à totalité masculine. Fait qu'il y a juste des hommes qui l'écoutent. Puis elle pogne le gars qu'elle trouve belle, le gars qui veut se faire glorifier puis se faire dire par Chantal Maccabé que sa graine est grosse, puis le gars qui fait comme, tu n'es qu'un objet de désir, tu n'es qu'un vagin, tu devrais pas être dans un milieu d'hommes, c'est de ta faute si le Canadien perd. Fait que c'est la personne... Puis j'étais comme... Fait qu'elle reçoit des dick pics constamment. Elle reçoit beaucoup de dick pics. Puis beaucoup des menaces de mort, des insultes misogynes. Mais
Puis j'étais comme, ça, c'est juste une femme qui essaie d'exercer son métier, puis elle peut pas le vivre normalement. Puis c'est ça, les inégalités hommes-femmes. C'est pour ça que le féminisme, c'est important. Catherine Fournier, même pas 30 ans, mairesse, faut qu'elle vive ça en faisant, je reçois des dick pics, je reçois des messieurs qui me disent que je suis une petite plotte. Fait que, tu sais, fait que pour ma fille, je souhaite comme, tu peux se faire un métier sans que toute la société accepte que tu vis de la violence au quotidien, puis que c'est ça, ton métier, puis que ça fait partie de la game. Puis ça, le discours, ça fait partie de la game. Là. Il y a des femmes qui approuvent ça, puis il y a des hommes qui approuvent ça. J'ai parlé l'autre fois de congé menstruel, on va se le dire. Puis il y a plein de femmes qui ont fait « Hey, prends ce toi, là. Prends ce toi, moi je vais travailler menstruée. » Puis en plus, j'étais même pas pro congé menstruel. Je parlais de ça parce que c'était le sujet. J'étais comme « Ben oui, ça se peut. Il y a des gens qui ont des crampes. Reste chez vous. » C'est comme « Hey, wow! » J'étais comme « OK, il y a de la misogynie internalisée, là, mais comme pas juste chez les hommes. Chez les femmes aussi. On a tellement appris à... On est correct, accouche, prends pas de péridurale, puis tes menstruations, tu vas travailler pareil. Puis j'étais comme... tant mieux, tu sais, il y en a que ça change pas grand-chose dans leur quotidien. Il y en a que c'est 3 jours de bouillotte, puis ils bougent plus. Oui, c'est ça. C'est comme, on peut-tu juste en parler? Tu sais, j'ai pas fait comme, non, le corps des menstruels, tout le monde reste à la maison. J'étais juste comme, ayons la discussion. Puis ce que ça génère chez les gens, là, les gens veulent le statu quo. Ils veulent pas que ça bouge. Puis non, mais même en tant que maman, moi, moi j'en ai juste 2, mais ça m'arrive de me faire dire par des mamans qui en ont plus. Hey, regarde, ou tu sais, moi j'en avais 4, là. Puis je veux dire, oui, mais c'était pas dans une société de performance. C'est comme, mais pourquoi tu me compares à toi? Tu sais, chacun ça est outillé différemment. Mais je pense aussi qu'on a des frustrations, tu sais, d'être comme moi j'ai fait des sacrifices, là, c'est pas vrai que toi tu vas l'avoir facile ou que toi tu vas te plaindre de l'affaire que moi j'ai faite, tu sais. Exactement. Il y a un peu de ça. Beaucoup de ça. Puis ça fait stagner. Ça fait tellement stagner l'épanouissement des femmes, là, cette espèce de... On a tellement appris à s'haïr, puis à prendre sur nous autres, puis pas se plaindre, puis plains-toi pas, puis confonds-toi avec la tapisserie, puis une femme qui se plaint, qui essaie de changer les choses, elle est gossante. Fait que on se fait souvent ramener à notre place par des femmes. Les hommes n'ont même pas à le faire. Mais des fois, c'est des enjeux que les hommes s'en foutent complètement. Puis là, c'est les femmes qui vont faire non. Voyons, là, on ne commencera pas à dénoncer tout le monde. Il y a comme une... Mais c'est parce qu'on les a conditionnés à être comme ça, puis à réagir comme ça. Puis même moi, l'autre fois, il y a comme une jeune humoriste qui a écrit sur un groupe qu'elle se sentait pas en sécurité dans les loges quand elle faisait des shows d'humour. Je suis comme, franchement, là! Mais moi, ça m'a comme... Moi, c'était pas si pire que ça dans mon temps. Puis j'étais comme, OK, t'as un peu, là, je suis en train de réagir comme les madames qui m'énervent quand je pense qu'on va se le dire. Là, j'étais comme, faut que j'écoute. Peut-être c'est vrai, dans le fond. Des fois, c'était difficile de rentrer en conversation avec les autres gars. Puis c'est ça qu'il y en avait, mettons, il y en avait certains avec qui c'était moins facile. Puis peut-être que c'est le temps de changer ça, puis pas de faire comme, hey, moi, je passe au travers. Toi, ferme ta gueule, puis va faire ton show. Puis si t'es bonne, si tout le monde va... C'est cette affaire-là qu'il faut arrêter de faire entre femmes. Mais on a appris à communiquer de même. c'est juste... Triste, hein? Faut avoir plus de bienveillance, puis plus de solidarité. Puis en plus, parce que je suis contradictoire. Après, je parle plus. Je suis contradictoire parce que ces temps-ci, il y a vraiment beaucoup de femmes qui dénoncent la violence des femmes envers les autres femmes. Ils sont comme... Il y en a beaucoup. Là. Je n'aimerais pas parce que je comprends ce qu'elles vivent. Là, l'espèce de... Moi, c'est les femmes qui me disent que je suis grosse, puis que je suis pas belle ou que j'ai l'air d'avoir du botox. Puis là, les femmes lâchent chez moi. J'ai partagé un truc là-dessus la semaine passée. Mais il faut beaucoup d'empathie et de bienveillance envers ces femmes-là. C'est parce que ces femmes-là ne s'aiment pas, parce qu'ils ont appris à pas s'aimer, puis ils se sentent inadéquates, puis ils sont confrontés à des gens qui sont plus privilégiés, puis ils ont le goût de dire « plains-toi pas », mais c'est... Faut prendre le temps de se parler entre nous puis de se dire on manque de bienveillance parce qu'on est dans une société patriarcale où il y en a juste une fille qui peut rayonner. Puis on pense tout le temps, toujours que l'autre a plus de valeur que nous. Fait qu'on a toujours tendance, notre cerveau va rabaisser l'autre vite. Elle est belle, mais dans le fond, c'est une conne. Elle est conne, mais dans le fond, tu sais, elle est riche, mais tu sais, elle a fait son argent parce que son père était riche. On essaie de dévaluer l'autre parce qu'on se bat tellement pour avoir de la valeur puis être considéré dans le monde d'hommes dans lequel on évolue, que c'est dur d'aimer l'autre. On est tout le temps en compétition parce que... Mais chez tous les groupes opprimés, c'est ça, là, c'est qu'il y a comme une place au soleil par une personne, puis c'est les hommes qui vont choisir cette personne-là. Fait qu'on a toutes les raisons du monde de s'haïr. Fait que je pense, en ce moment, l'espèce de... Les madames sont pas fines avec les femmes, oui, mais il faut comprendre d'où ça vient, puis pourquoi c'est de même, puis il faut trouver une solution. J'ai pas la solution, là, mais comment dire à ces femmes-là... Et donc de la solidarité pour tes sœurs.
Non, mais c'est vrai, on a comme une blessure commune. On a une blessure commune. On est comme... Mais c'est ça quand même. Là, on a cette blessure-là commune, puis à différents niveaux. Puis là, nous, on est toutes assises ici, puis évidemment, on est dans les privilégiés. Mais ça leur fait du bien, je pense, des fois, tu sais, à te faire... Mettons des Ginettes là, qui se font dire toute la journée par leur mari, qui sont gros, sont laides, qui s'habillent mal, puis qui se sentent pas bien, puis qui se sentent pas belles, puis ils savent là, qu'ils se rendent pas dans les standards de beauté, puis qu'ils l'ont jamais eu, puis qu'ils n'ont aucun pouvoir de séduction. Puis que là, ils voient une fille sur un tapis rouge qui a une livre de trop, là. Tu sais que ça doit faire du bien de faire comme « T'es grosse dans ta robe! » Tu sais, c'est comme une agressivité de moi, je rentre pas dans la case, mais Chris, moi, tu te le rappelles en esti quand tu rentres pas dedans. Puis c'est ça le chemin. C'est pas juste de la méchanceté de même. Les femmes sont des chippies, là. Cette affaire-là de chippies. Les hommes aussi sont durs, les hommes envers les autres, là. Puis on pense toujours que c'est comme normal, mais nous, c'est malsain. Tu parles beaucoup d'apparence physique, mais tu sais, moi, je l'ai vécu personnellement par rapport à mes connaissances ou mes habiletés professionnelles ou autres. On essaie de me rabaisser. Ouais, c'est ça, non, mais tu sais, en même temps, t'as pas de chum, t'as pas de ci, t'as pas de ça. J'étais comme, fuck you. fuck you! J'étais comme, oui, j'ai pas de chum, mais c'est pas parce que je suis carriériste, c'est juste parce que tabarnak, je me mettrais pas avec un gars, me mettre avec un gars. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non. Tu sais, mais il y a des personnes qui. Ça m'est déjà arrivé, en fait, j'en ai une personne en tête. Si t'avais juste un chum puis que tu travaillais pas, ben c'est comme, t'aimerais pas ça pour ta c'est comme je suis dévaluée parce qu'à mon âge, j'ai pas encore le setup parfait en banlieue avec la maison, la famille, puis on essaie de me rabaisser par rapport à ce que j'avais. Tu sais, c'est quand même assez fascinant, je trouve. Oui, mais c'est-tu des gens, en fait, qui étaient... En fait, c'est une personne que j'entends. Une personne, mais cette personne-là, elle, est-ce qu'elle est peut-être pas... Soit que c'est deux affaires. Carriériste, elle n'était pas pantoute. Ben c'est ça. Ouais. Mais était-tu pas carriériste parce qu'elle avait pas la confiance en elle pour s'épanouir dans une carrière ou dans quelque chose qui la passionne? Parce que c'est souvent des gens qui vont être frustrés avec leur choix, qui veulent que tu fasses le même chemin que l'envie ou de la jalousie. Oui, c'est clairement, il y a de l'envie de la jalousie, un manque de confort. Ouais. Une envie d'être dans le même chemin que moi, mais qui a... Mais c'est souvent des gens qui settle down. On va y parler. Comment qu'elle s'appelle? Mais c'est des gens qui ont settle down pour pas prendre de risques parce que ça aurait peut-être été trop difficile de vivre soit du rejet ou un échec. Mais qui settle down pour quelque chose de plus confortable. Ouais. Ils vont être irrités par les gens qui prennent le risque puis qui vont comme laisser des affaires de côté. Avoir plus de fun. Ben oui, c'est comme... Mais tu sais, arrête, là, don't get me wrong. Là. Oui, j'ai du fun peut-être d'un point de vue carrière, whatever. J'ai quand même fait un gros switch, puis ça vient avec des enjeux. Mais oui, non, je dis pas ça dans le sens que j'ai mon anniversaire qui arrive, puis je suis la première à faire comme tabarnak, je veux pas faire une rétrospective parce que, mon Dieu, qu'à 35 ans, je pense avoir des enfants, puis un chum, un ci, un ça, puis ça me manque pas parce que je veux nécessairement fitter dans le moule, mais j'ai hâte de partager ça. Oui. Mais ceci dit, je comme... Oui, mais ma carte ciel dit que ça arrivera pas. Ça arrivera pas. C'est plus vers 36-37 avec le Georges Frisch. Tu vas mettre dans ta destinée. Mais des fois, c'est weird. Des fois, c'est le contraire. Moi, je pensais jamais avoir d'enfant, puis justement être une femme carriériste dans un loft industriel jusqu'à mes 47 ans, tu sais. Puis finalement, j'ai le chum, le bébé. Finalement, je suis au bar sans nom. Je suis tombée sur un gars. Finalement, j'ai un bébé puis une famille. Fait que tu fais comment? Ben oui, non, c'est ça. Fait que tu sais, des fois, la trajectoire, elle fait ben finalement, ça va être ça. Combien de fois j'ai dit à mes amis, moi, j'aurais jamais d'enfant, puis je ferais jamais ça, là, des tâches domestiques pour entretenir une famille. Finalement, j'ai 2 pieds dedans. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, des fois, c'est la vie qui nous amène ailleurs, tu sais. Mais je trouve qu'en tant que femme, on devrait pas aller rabaisser les manques ou les plus, tu sais. On devrait juste faire, OK, c'est son parcours. Oui, puis pas faire passer ça pour de la bienveillance. Parce qu'il y a une différence entre faire, là, je pense que c'est sa mauvaise traque, puis tu t'oublies, ou tu as rencontré quelqu'un qui t'a changé, puis accepter le setup de l'autre. Oui, la transformation. Oui, parce que la ligne est mince, puis souvent, quand les gens font des petits reproches, ils font, c'est parce que je t'inquiète pour toi, puis tu fais comme, non, t'es toxique, puis là, tu coupes la personne de ta vie. Mais en tout cas, Patricia Paquin, la semaine passée, elle a fait un genre de publication là-dessus. Moi, je la trouvais vraiment bien faite. Oui, ce qu'elle disait, c'était... C'est ça, ça venait, je pense, d'une place d'amour, puis c'était ce qu'elle encourageait, tu sais, d'être doux envers l'autre. Oui. Mais j'aimais ça parce qu'elle a un petit ton, Patricia, que c'est pas l'espèce de... C'est pas de vos affaires. J'aimais ça, c'est pas de vos affaires, arrêtez, lâchez nos faces, tu sais. On a tellement de pression déjà, là, mon Dieu. C'est Geneviève Peterson aussi qui a fait un statut la semaine passée. Lâche chez moi, mais elle parlait
Elle parlait des espèces de pubs qu'on a tout le temps, là. Les gaines, les jus qui font maigrir. Là, il y a l'espèce de crème qui arrête pas de passer sur mon Instagram qui va me donner des fesses de rêve pour cet été. Moi, c'est les petites robes. C'est une crème. I never was able to put a bikini on. Puis la fille, elle se crème, là, poup, ses fesses remontent de façon magique. Puis je suis comme, je le veux. Moi, j'arrête pas d'être bombardée d'une robe gainée. C'est comme la petite robe avec une gaine en dessous. Puis ils sont comme, regardez comment je suis mince. Je suis comme, mais voyons, la robe gainée, elle va-tu me lâcher? C'est sûr, c'est tellement inconfortable. C'est ça, tu l'avais super comme... C'est sûr, tu passes la journée à avoir envie de pipi, là, t'avais si contre En plus, la robe est super laide. Même pas de gaine, je la mettrais pas. Je vais mettre une robe laide parce que j'ai l'air mince dedans. C'est ça, mes algorithmes. Oui. Ça me fait rire, vos algorithmes sont pas les mêmes que les miens. Là. Moi, je reçois genre des annonces de panier tressé. Je suis comme... J'adore. Ah non, pas encore un panier tressé. Ça doit être à cause de ma page Génération Sidechick, tu sais. Avec les fesses rondes. Oui. Exact. Ça doit être les algorithmes, des fois, ça fait comme, mais voyons. L'enfer. C'est fou. Un gros merci, ça a été super enrichissant, cette discussion. On aime ça. On aime ça. Quand vous voulez. Ben là, si jamais il y en a qui veulent aller voir le documentaire, toujours disponible sur Crave. Allô, voici mon pénis. Puis il sort le 11 avril à Canal Vie. Je sais pas quelle heure. 8 heures. Voilà. Autour de 8 heures. Oui, ça va sortir avant ou après? Ça va sortir après. Ah, d'accord. Fait que c'est déjà en ligne. Ah non, c'est juste une fois. Tu peux pas le reprendre en ligne? Ah non, ça doit être en rediffusion 3-4 fois, hein, Canal Vie. Ouais. En tout cas, on va vous mettre le lien pour y accéder. Ça va être à Canal Vie. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres? Comme je vous dis vous autres, parce que là, ton burn-out, non, ça va bien aller. Très bientôt. Ma série à l'automne, on s'en va en tournage. Fait que, avant le crash à Radio-Can, c'est en septembre, je pense. Très cool. Ouais. Très cool. Mais voyons, on a une histoire par rapport à ça. Non, aucune. Ben non, voyons. C'était vraiment sincère. J'ai hâte de voir ça pour vrai. Mais on va se reprendre quand même. Ah, t'es cute. Ben voilà. Non, Amélie, de même, elle fait juste piquer. Amélie a failli jouer dans le crash. Tellement pas. Mais c'est parce qu'on lui a attribué un rôle de femme 10 ans plus vieille. Puis là, j'ai fait... T'es pas obligée de raconter ça. Mais j'ai très hâte qu'Amélie joue dans mes projets. C'est ça. Dans 10 ans, j'ai hâte, moi aussi. Dans 10 ans, tu vas chuter le casting. Plus bien. C'est drôle. Puis toi, Vanessa? Moi, je commence une série à Télé-Québec. On commence en mai. Puis là, j'écris un livre, là, lentement mais sûrement. Mais c'est vraiment un exercice quand t'es perfectionniste. C'est ça, là. C'est vraiment... non, mais un livre, il faut prendre le temps de l'écrire. Ça sert à ça, l'écriture... C'est ça un essai ou c'est Oui, c'est un essai. Okay. C'est long. Puis j'arrête pas de repousser mon délai. Puis là, je pense que je suis allée au bout de repousser mon délai. Fait que ça s'en vient. On a hâte de voir ça. C'est quoi? C'est sur tout le processus de retourner à la nature puis les affaires à désapprendre. Désapprendre des affaires. Les affaires qu'on laisse dans le processus. Très cool. Ça va être plus que nécessaire pour bien du monde. Oui. Vraiment. Merci beaucoup. Puis on se retrouve la semaine prochaine.